j'ai été d'abord un étudiant en mathématiques et dans les sciences physiques, donc dans les sciences dures, et j'ai préparé des concours d'écoles scientifiques. Et puis, ma génération avait été beaucoup influencée par la fin de la guerre et par Hiroshima, c'est-à-dire par les questions concernant la bombe atomique. Et par conséquent, à ce moment-là, prenant conscience de ces problèmes, j'ai abandonné la carrière scientifique et je me suis tourné vers une carrière littéraire. Et j'ai fait une école plutôt littéraire. Donc le passage du Nord-Ouest, je l'ai traversé. Donc je le connais bien, vous voyez. Et c'est pour ça que j'ai travaillé là-dessus. Et j'ai beaucoup regretté que les philosophes de ma génération ne connaissent pas les sciences et donc ne soient pas lucides complètement sur le monde contemporain. Et par conséquent, je crois que pour être lucide sur le monde contemporain, c'est-à-dire pour pouvoir d'abord prévoir qu'il s'agissait d'abord d'une révolution concernant les communications. J'ai écrit Hermès, beaucoup de livres s'appelaient Hermès, c'est-à-dire le dieu de la communication. Puis j'ai écrit un livre qui s'appelle Le contrat naturel, sur les questions écologiques. Et donc, j'ai essayé d'avoir une sorte de vision la plus lucide possible sur l'anticipation de ce qui pourrait nous arriver. Voilà. Et je crois que les livres anciens montrent bien que ça s'est effectivement passé. Et donc, ma vie entière a été à donner, si vous voulez, à cette double culture. Et cette double culture est la seule qui permette de comprendre ce que le monde est en train de vivre et peut-être aussi de prévoir ce qui lui arrivera. J'avais appelé le passage du Nord-Ouest un essai pour faire une sorte de connexion entre les sciences humaines et les sciences dures. Et j'avais beaucoup enseigné un peu partout dans le monde, et je m'étais aperçu que dans les universités, et même avant, on séparait bien les sciences humaines et les sciences dures. Et le résultat de cette pédagogie, c'est que les gens sont ou cultivés, mais ils ne connaissent pas la science, ou ils connaissent la science, mais ils ne sont pas cultivés. Et en particulier, les gens qui nous gouvernent, les gens de l'administration, les gens de la politique, etc., sont plutôt formés aux sciences humaines, alors que les sciences dures sont la cause de toutes les évolutions du monde moderne d'aujourd'hui. Et par conséquent, il y a une sorte d'écart de plus en plus grand entre la société qui est influencée par les sciences dures et la politique qui est formée par les sciences humaines. Et donc, ce passage du Nord-Ouest n'est pas fait, et c'est un des grands problèmes du monde contemporain. Et c'est ça qui explique probablement, en grande partie, les difficultés que nous avons aujourd'hui et les crises que nous traversons. C'est très remarquable aujourd'hui parce qu'une des grandes causes de l'évolution du savoir tient aux nouvelles technologies. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle Pulgacita, Petite Poussette. Et cette petite poussette, évidemment, a changé les relations humaines, est en train de changer les métiers, est en train de changer même les sciences, etc. Mais les sciences humaines ne l'ont pas encore avalé, ne l'ont pas encore digéré, ne l'ont pas encore compris. Voyez. Et de nouveau, les deux populations qui ont été formées, l'une par les sciences humaines et l'autre par les sciences dures, sont deux populations qui sont complètement séparées et qui rendent effectivement dangereuse cette espèce de coupure entre les deux populations. C'est ça la différence. Je crois même aujourd'hui
que la différence qu'il y a entre la désuétude politique d'un côté et l'évolution de la société de l'autre tient en grande partie à cette séparation. Et effectivement, l'arrivée de petites poussettes, enfin l'arrivée des nouvelles technologies, a bouleversé beaucoup des habitudes. Et bien entendu, la population ou la génération qui est habituée aux livres, à l'écriture, etc., a eu du mal à se adapter aux nouvelles donnes faites par les nouvelles technologies. Mais il ne faut pas croire que ça sépare les vieux et les jeunes, pas du tout. Il n'y a que les Américains qui pensent que c'est la génération, que c'est une lutte de génération, pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de vieux qui sont adaptés à Internet et beaucoup de jeunes qui ont difficulté avec Internet, bien sûr. Donc c'est plutôt une transformation de la culture qui est donnée là. Alors, est-ce que ça va vers le bien ou vers le mal? C'est très difficile de poser la question de cette manière, parce que, en général, quand une technique nouvelle apparaît, eh bien, les résultats qu'elle donne sont ce que nous en faisons, c'est notre propre liberté. Ce que je sais pour le moment, c'est que les nouvelles technologies, premièrement, donnent un accès à l'information assez considérable, donnent accès à d'autres métiers, d'autres intermédiaires, et donnent accès à beaucoup de personnes. Et par conséquent, quand on tient le portable, on tient quand même beaucoup de choses, vous voyez, c'est-à-dire des accès. Alors, évidemment, les pessimistes disent c'est de l'information, et ils ont raison. L'information n'est pas le savoir, l'information n'est pas la connaissance. Et par conséquent, on a toujours besoin d'un professeur ou d'un enseignant qui va vous expliquer l'information pour le transformer en connaissance. Et ça touche le problème de la pédagogie, bien entendu, mais peu à peu, ça va toucher tous les domaines des métiers, ça transforme les métiers et ça transformera sans doute nos institutions politiques. La question, évidemment, est la question de la pédagogie et du rapport entre le maître et l'élève. Et le rapport entre le maître et l'élève, c'est souvent un rapport de pouvoir, le pouvoir du maître sur l'élève. Alors c'est vrai que les nouvelles technologies ont un peu rééquilibré cette affaire. C'est-à-dire quand je suis dans mon amphithéâtre, que je rentre dans mon amphithéâtre, autrefois, les étudiants ne pouvaient pas prévoir ce que j'allais dire. Tandis qu'aujourd'hui, mes étudiants ont déjà vu sur Internet le sujet de mon cours. Et il m'arrive quelquefois d'entendre les étudiants dire « Ah, il a raison, j'ai vérifié ». Donc il y a une sorte de rééquilibration entre l'enseignant et l'enseigné, si vous voulez. S'il y a perte de pouvoir, ce n'est pas très grave. L'enseignant n'est pas un homme de pouvoir, c'est un homme de savoir. Le pouvoir, ce n'est pas le savoir. Bon, premièrement. Mais deuxièmement, je crois quand même que l'enseignant a toujours un rôle important. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'accès par Internet est un accès à l'information, mais pas au savoir. Par exemple, tous les deux, ou tous les trois, ou tous les quatre, nous voulons absolument nous renseigner sur la science des atomes. Alors, on a toutes les informations, mais on n'y comprend rien. Donc, on a besoin de quelqu'un qui va vous expliquer. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un qui nous fasse passer de l'information à la connaissance. Alors, d'abord, les problèmes de changement climatique n'ont
pas beaucoup de choses à voir avec les nouvelles technologies. Petite Poucette n'est pas du tout responsable du changement climatique. Le problème du changement climatique est double. Premièrement, c'est une question d'économie. La révolution industrielle du 18-19e siècle nous a amené notre civilisation avec le confort que nous connaissons, etc. Mais il faut le prix à payer, c'est une destruction de plus en plus importante de la planète. Il faut donc transformer la révolution industrielle du 19e siècle en une nouvelle révolution industrielle. Et cette nouvelle révolution industrielle, au lieu de se baser sur des sciences dures comme la thermodynamique, les sciences de l'énergie, les sciences atomiques, etc., doit se baser plutôt sur les sciences de la vie et de la terre. Et les sciences de la vie et de la terre nous ont déjà avertis des dangers que nous avons, etc. Alors, est-ce que je suis optimiste ou pessimiste sur cette question? Je crois premièrement que le pessimisme ne sert à rien. Le pessimisme n'a qu'une sorte d'intérêt, c'est qu'il fait vendre beaucoup les livres. C'est-à-dire que tout le monde est content de la critique, vous voyez. Tandis que l'optimisme, je l'appellerais volontiers un optimisme de combat. C'est-à-dire qu'il faut absolument préparer une planète que les générations futures pourraient habiter au moins aussi bien que nous et peut-être mieux que nous. Et par conséquent, au travail. Alors, d'autre part, la génération de Petite Poucette n'est pas du tout la mienne. Très, très changée. La conscience écologique des jeunes aujourd'hui est très, très lucide, très aiguë et très attentive à ces problèmes. Beaucoup plus attentive que la nôtre ou celle de mes parents. Par conséquent, il y a deux raisons d'être optimiste. Premièrement, c'est le travail, et il faut le préparer, et donc il faut travailler et combattre pour ça. Et d'autre part, je crois vraiment que la nouvelle génération, que j'ai appelée Petite Poucette, si vous voulez, est très très avertie des questions écologiques, avec une sensibilité beaucoup plus grande que la nôtre.